Salut les gars, vous êtes sur House of Dana, la mode disco-responsable, et Dana, c'est moi. L'autre jour, je lisais un article sur Vogue.fr à propos des masques et j'ai été hyper interpellée par une phrase qui était dans l'article. Il disait, je cite, « Les masques ne sont pas un accessoire de mode et ne le deviendront jamais ». D'ailleurs, je vous mets le lien de l'article sous la vidéo. Du coup, je vous fais cette petite vidéo justement pour vous démontrer le contraire. Les masques, bien plus en vogue que ce que pense Vogue. Le masque, c'est l'accessoire de mode le plus puissant de l'histoire de la mode en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Fashion Week depuis que la Fashion Week existe où on ne voit pas de masque. Il n'y a pas une année depuis que la photo de mode existe où on ne voit pas de masque. Finalement, bien plus que les gants, des lunettes, des chapeaux, ce que tu veux, c'est l'accessoire qui permet la transformation la plus radicale de la silhouette. Grosso modo, des plus grosses maisons aux créateurs les plus confidentiels, ils jouent tous avec le masque depuis... Dans la mode, la star des masques, c'est Martin Margiela, le créateur belge qui fait partie des 6 d'Anvers, qui est connu pour une mode très minimale, très radicale et très intello. Lui, sa marque de fabrique, c'est l'anonymat. Et son accessoire phare, c'est justement le masque. C'est-à-dire que depuis ses débuts, il fait en sorte de systématiquement masquer ses mannequins, donc soit avec des masques vraiment premier degré, soit très couture, soit avec plein d'autres procédés. Ça peut être de la toile de jute, ça peut être des grandes lunettes de soleil très noires, ça peut être des longues franges. Je vais vous montrer des exemples. Automne-hiver 95, c'est un défilé très connu de Margiela qui est complètement monochrome. Donc les mannequins là sont en rose des pieds à la tête inclus, avec un masque intégral en tissu rose shocking. Printemps-été 2019, c'était les 20 ans de la griffe. On est sur un show d'un minimalisme absolu et tous les mannequins sont masqués par des bas de collants et parfois de longues perruques par-dessus. Et puis, je peux pas passer à côté du show artisanal automne-hiver 2012 qui en gros c'est le show de couture. Vous avez certainement l'impression d'avoir déjà vu ce masque en cristaux des dizaines de fois, c'est normal. C'est parce que tout le monde copie sur Margiela since day one. Ça, c'est l'original, devenu tellement culte qu'il n'y a pas une Fashion Week sans qu'une autre marque ne lui rende hommage depuis. Comme par exemple, à la saison dernière, l'automne-hiver 2020, Richard Quinn. Je vous vois déjà hurler, non, il n'y a pas que Margiela qui fait des masques, il y a d'autres grands couturiers qui en ont utilisé depuis que le monde est monde. Alexander McQueen, automne-hiver 96, plus Sadomaso, tu peux pas. Toujours le même automne-hiver 2013, plus l'élisabétain, tu peux pas non plus. Notre JP Gauthier préféré, qui est un fou dingue du masque, également. Automne-hiver 95, un défilé que je vous ai digué les mecs, genre mi-Blade Runner, mi-Starmania, mi-bisou chelou, on adore. Couture 2007, c'est un masque en crochet qui a été repris par Kylie Minogue dans sa tournée de 2009. Et on est dans une collection christianisme, fouette-moi, attachement. Walter van Buren donc, grand poteau de Margiela, belge, vous vous en doutez. Exemple, son show automne-hiver 2012 avec des masques en cuir. Alors, ça mêle code fétichiste et influence des guerriers de Papouasie. Tout ça, ouais. Automne-hiver 2017, on est sur du ninja, survivaliste, something. Mon préféré Galliano, El Foudingue de la Mancha. John Galliano, période Dior, qui en fait s'était fait un petit voyage en Asie et un mec a été frappé par la foudre. Donc en 2003, ça n'a été que référence kabuki et kawaii. 2003, couture, printemps-été, on est sur des masques peints hybride, ça mêle des refs au théâtre chinois et au théâtre japonais. Et sur le prêt-à-peu printemps-été 2003, c'est pareil, même esprit, masque peint, un peu kawaii et un peu kabuki. Le duo Viktor & Rolf, hyper conceptuel. Couture printemps-été 2016, ils ont été inspirés par le mouvement cubiste. Et couture automne-hiver 2017, c'est des masques de poupées éco-friendly, genre les meufs sont dedans. Alors là, vous allez me dire, bah ouais ma poule, mais en fait tes masques, on n'en retrouve pas dans la rue, donc est-ce que c'est vraiment un accessoire de mode? En fait, tu n'es pas sans savoir qu'on n'a plus le droit de se dissimuler le visage dans l'espace public. J'ai envie de te dire, c'est pas ma faute. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis tu peux aussi me dire, ah mais ton machin c'est un peu anecdotique, c'est un peu un épiphénomène, j'y crois pas trop. Non, puisque je viens de te montrer que le masque est un accessoire de mode
sur les podiums, mais c'est aussi un accessoire de mode depuis le Moyen-Âge. Transition de ouf. En effet, dès le XVe siècle en Occident explose une mode un peu étrange chez les femmes de la noblesse, celui de porter des masques de beauté 24 heures sur 24. Ces masques de beauté ohé, autrement appelés masques pour dames, ont été complètement détournés de leur usage premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était très cool. C'était tellement cool que les hommes qui étaient extrêmement gender fluid vestimentairement à l'époque, eux aussi ont voulu en porter, mais se sont pris un gros stop et ont dû se contenter de masques de déguisement. Mais d'où vient cet usage en fait ? À l'époque, les femmes de haute naissance, de la noblesse, de haute extraction, avaient pour obligation dans certaines circonstances de se dissimuler entièrement ou partiellement le visage. Pourquoi ? Parce qu'elles se devaient de garder un teint très blanc. Le teint blanc, ça voulait dire en gros que t'étais noble. Parce qu'elles devaient aussi préserver leur vertu, éviter d'attirer le regard des hommes sur leur visage. Ensuite également, parce que c'était un signe de modestie, la modestie versus la coquetterie, signe d'humilité, de dévotion à Dieu. La création de masques de beauté occupe donc cette fonction. Ça a commencé par ce qu'on appelle des tourets de nez. Les tourets de nez, sorte de cache-nez en fait, c'était des morceaux de tissu noir qui étaient placés comme ça, qui étaient attachés aux deux côtés d'un chaperon. On portait un chaperon à l'époque, et qu'on rabattait quand on en avait envie. Donc officiellement, ça faisait office de masque de beauté parce qu'en dessous, il y avait donc ces mixtures qui préservaient un peu la peau. Mais officieusement, c'était un marqueur social énorme, donc c'est un accessoire qui a été extrêmement décrié par les auteurs de l'époque. Pour son ambiguïté, finalement, il a été dénoncé comme un accessoire de coquetterie, à coup de bonnes grosses punchlines misogynes, et aussi parce que c'était crade. C'était tellement crade qu'il y avait des mecs qui étaient payés le soir pour les racler, enlever la morve qui traînait au fond et tous les postillons, ce qu'on appelle la bonne vie de merde médiévale. À partir du XVIe siècle, le touret c'est fini, c'est ce que je vous avais dit, trop crade, trop décrié. On passe à un nouveau masque de beauté, le visard. En fait, c'est quoi un visard ? C'est un disque, voilà, qui fait la forme du visage, en carton ou en papier pressé. Il en reste très peu parce que c'était très fragile en fait. On pense qu'ils étaient recouverts de velours noir et qu'à l'intérieur il y avait une espèce de toile. Il y avait 2 fentes pour les yeux, une fente pour le nez, une fente pour la bouche. Résultat des courses, c'était assez freaky le truc. Et on le tenait en place à l'aide d'une perle qui était fixée à l'intérieur et qu'on calait entre les dents, qui empêchait de parler. Vous avez une voix un peu bizarre quoi. Donc le visard il servait à quoi ? Et en dessous, pareil, on mettait une sorte de mixture artisanale pour préserver son teint, pour ce que tu veux. Mais en vrai, la même. C'était surtout adoré des femmes de la noblesse parce que ça leur permettait de parader comme une queen dans la rue pour montrer qu'elles étaient riches. Ça leur permettait de bitcher sur les gens à volo derrière le masque. Ça leur permettait de voir sans être vus. Et ça allumait à mort les messieurs parce qu'ils étaient émoustillés par tant de mystères. Le visard, il a évolué. De rond, il est passé à... Alors, il y avait des versions carrées avec une mentonnière, il y a eu des versions carrées avec un voile, et puis le loup. Vous connaissez le loup, qui faisait extrêmement peur aux enfants. Donc en fait, d'un accessoire de beauté, en tout cas usuel, c'est devenu un accessoire de mode vogue jusqu'au XVIIIe siècle. Masque de beauté le jour et masque de carnaval la nuit. Je le disais, les hommes ont le seum, eux aussi ils ont envie de se masquer, il n'y a pas de raison, sauf qu'ils n'ont pas le droit. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont quasiment copier les visards pour dames dans le cadre de bals masqués. En fait, ils vont utiliser à peu près la même base en plus bling, en plus couture, avec vachement plus de broderie et de détails artisanaux, pour les porter dans le cadre de ces bals dansants, masqués, dans des lieux privés. Et là, l'Ancien Régime se transforme en Fashion Week de masques H24. L'État est débordé, tout le monde se trimballe masqué en permanence, les arrêtés pleuvent pour essayer de contrôler un petit peu tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la fiesta. Il y avait énormément de carnaval, donc de fêtes des fous, de charivari, de défilés populaires, durant lesquels on pouvait se déguiser et se masquer. L'idée étant de changer de peau. Dans une société ultra hiérarchisée, c'était le seul moment où on pouvait en fait se lâcher. Résultat des courses, typiquement le carnaval qui était une semaine avant le carême, c'était une vraie explosion orgiaque. Il y avait énormément de sexe, énormément d'adultère, énormément de crimes aussi. Idem lors des bals masqués. C'est la même chose mais pour les riches, dans le cadre desquels il y avait énormément d'intrigues amoureuses, parce que le masque, il désinhibe quoi. Il désinhibe tellement
qu'à la Révolution française, les Lumières, ils disent tout ça, les masques, les gars, c'est terminé. Maintenant, l'honnête homme, donc c'est-à-dire le citoyen rêvé post-révolution, doit se balader à visage découvert dans l'espace public, puisque le fait de porter un masque, ça peut être propre à dissimuler des intentions pas très catholiques, à faire de la merde, mais aussi à dire qu'on est riche, et le but de la Révolution étant de mettre à plat cette société de classe. 18e, 19e siècle, c'est le retour des bals masqués, version beaucoup plus populaire. Il y en a plein les villes de France et de Navarre. Et ben c'est comme les bals dansants, comme je le disais, mais masqués pour le plus grand nombre. D'ailleurs, c'est aussi le boom du libertinage et de la littérature qui va avec. Et qui dit libertinage dit mode des masques, mode du libertinage, mode dans la mode, coucou Vogue, et du BDSM, dont l'accessoire phare est également le masque. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous faire un autre sujet sur la mode et le sexe. Donc finalement, d'où vient cette affirmation de Vogue ? Les masques ne sont pas un accessoire de mode et ils ne le deviendront jamais. Alors moi, je pense qu'ils ont cédé à une angoisse toute occidentale. Masque égale menace. Déjà, le mot masque, il vient du bas latin masca, qui en fait veut dire sorcière, spectre, démon. Donc rien que dans l'étymologie, c'est un mot qui a une connotation hyper négative. Porter un masque, c'est associé au mal. Ensuite, il y a deux masques qui nous ont beaucoup traumatisés, le masque à gaz et le masque chirurgical. Parce que grosso modo, ils sont portés avec des combis dans lesquels l'individu est complètement désincarné. Et ils sont faits pour lutter contre un ennemi qui menace notre vie et qu'on ne voit pas, qui est invisible. Donc en fait, quand tu vois un mec avec un masque à gaz ou un masque chirurgical arriver, ça sent pas très bon pour ta vie, tu sais. Troisièmement, le masque, il sert aussi à dissimuler son identité à des fins criminelles. Tout bon fan de Faites entrer l'accusé le sait très bien. Tous les voleurs, tueurs, braqueurs, serial killers et autres mots en heure ont un accessoire fave, le masque. Les braqueurs, par exemple, on connaît le gang des Lyonnais, le gang des Postiches, le gang des Souris Vertes. Dans le cinéma de genre aussi, ça a été très repris, notamment dans le cinéma d'horreur. Tu le sais, Hannibal Lecter et ses copains, masqués comme jamais pour te massacrer à l'aveugle. D'ailleurs, très souvent, ces méchants, sous leur masque, avaient une difformité ou une espèce de maladie. Mise en abîme de la peur, j'ai envie de te dire, la peur dans la peur. Et en dernier point, je pense que le masque fait peur puisqu'en fait, il permet de dissimuler son caractère. En gros, il masque entièrement ou partiellement les traits du visage, mais aussi les micro-expressions qui permettent la communication non verbale, qui elle-même permet l'empathie, qui elle-même est en fait l'essence même de l'être humain. Si je masque, ça veut dire que je brouille le message, le rapport à l'autre, mot à la mode, je le distancie. Je peux aussi te prendre pour une... voilà. En mettant un masque qui représente quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas moi, aux micro-expressions très fortes, comme on le fait par exemple dans le théâtre masqué. Théâtre No, le théâtre japonais, la Commedia dell'arte en Italie, ou le théâtre antique, grec ou romain. Grosso modo, les acteurs, quand ils mettent ces masques, ils sont plus eux, ils deviennent carrément l'autre personne. Donc on a aussi peur des masques à cause de ça, par peur d'être trompé, j'ai envie de te dire banané. Si vous voulez en savoir plus sur le masque et la peur, je vous conseille l'excellent article de Luc Le Châtelier dans Télérama. Je vous mets le lien sous la vidéo. La nouvelle génération de couturiers remet le masque sur le devant de la scène, mais de manière plus anxiogène. Je sais que tu l'attends depuis le début de cette vidéo, et ben la voilà. Marine Serre, la meuf plus à la mode que la mode elle-même, nous envoie du masque façon fin du monde depuis environ 2 saisons. Ce qui est intéressant en fait, c'est que depuis l'épidémie de Covid-19 et la demande qui nous est faite de créer nos masques barrières nous-mêmes, quand on va sur Instagram, qui est clairement le baromètre mode actuel, il n'y a plus que des masques pimpés, glamourisés, customisés, hyper rigolos, hyper beaux, hyper désirables en fait. Donc ce que je me demande, c'est qu'à force d'en voir des très très cool passer sur Insta, est-ce que finalement le masque n'est pas en train de redevenir un accessoire de mode comme il a pu l'être au XVIe siècle, au point que peut-être dans 10 ans, on en trouvera chez H&M entre les slips et les chaussettes quoi. Ou est-ce qu'au contraire, une fois l'épidémie passée, tout ça va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à cliquer sur la petite cloche rouge pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et entre deux vidéos, faites un tour sur mon Instagram House of Dana
Et n'hésitez pas à lire mes articles sur mon site houseofdana.com. À très vite!